sommes à moins de millions d'années. La suite de notre histoire va se jouer le long d'un incroyable voyage. Le berceau de l'humanité est maintenant le théâtre d'une âpre compétition entre Habilis et toutes les autres espèces d'hominidés. Pression démographique, curiosité et bougeotte vont progressivement pousser quelques familles à se déplacer. Laissant derrière lui l'Afrique tropicale, un nouvel homme est en train de voir le jour. Son corps s'adapte au long voyage. Ses outils se perfectionnent. Homo ergaster est en route. Parmi nos ancêtres, Ergaster est le conquérant. Il va découvrir le monde, une terre vierge, prête à être explorée. Génération après génération, au gré des glaciations qui font baisser le niveau des mers ou des réchauffements qui les font remonter, les hommes peuplent la Terre. Pas encore toute la Terre, mais déjà toutes les terres qu'ils peuvent atteindre. Ils parcourent des distances qu'ils ne savent pas mesurer, gagnent des territoires dont ils n'avaient pas idée. Qu'est-ce qui les pousse ainsi dans un monde inconnu? Suivent-ils des troupeaux d'animaux? Ou est-ce cette envie d'aller toujours plus loin, de franchir les limites, cet esprit de conquête qu'Habilis lui a laissé? Ergaster est plus grand. Il se tient plus droit, consomme moins d'énergie et peut couvrir de plus grandes distances sans boire ni manger. Son cerveau continue de grandir. Il va non seulement faire des inventions prodigieuses, mais aussi découvrir de nouveaux rapports sociaux, de nouveaux sentiments. Les épreuves du voyage vont faire de lui un autre homme dans sa perception de lui-même, des autres et du monde. Cet homme a maintenant conscience qu'il fait partie d'un groupe, que ce groupe le protège et que la survie du groupe dépend de chacun. Il sait qu'il a besoin des autres et il est prêt à donner la main, à aider son prochain. C'est un nouveau comportement et il va encore resserrer les liens affectifs qui nous unissent depuis si longtemps. La perte d'un proche est un déchirement. Même s'il est habitué au danger du voyage, Ergaster ne veut plus accepter cette fatalité. Le clan s'est arrêté pour reprendre quelques forces, mais un climat de détresse plane sur le groupe. Ergaster souffre. Le souvenir de cette femme reste présent dans sa mémoire. Il revit les moments qu'il a passés à ses côtés. Elle lui manque. Ergaster ne comprend pas. Elle est là, dans sa tête, mais plus à côté de lui. Pourquoi? Et qu'est-ce qui fait couler de l'eau sur son visage? Elle ne reviendra pas. Ergaster commence à prendre conscience du temps qui passe. Peut-être pense-t-il à la mort, à sa propre mort.
Les autres membres du clan ressentent aussi la douleur de l'homme. Ils souffrent avec lui, car ils ont conscience de la fragilité de leur vie. Le grand voyage continue. Il dure des millénaires. Ergaster s'adapte à de nouvelles conditions et il évolue. Quand il arrive en Asie, il a grimpé d'1 degré dans la compréhension du monde. Il est devenu celui qu'on appelle Homo erectus, l'homme dressé. Plus qu'aucun autre, il va soumettre la nature. Fini le temps où l'on se nourrissait de charognes. Erectus est maintenant un vrai prédateur. Il apprend à utiliser ses armes pour chasser et à se procurer la seule nourriture disponible en toute saison, la viande fraîche. Pour manger, il tue. Il devient même un super prédateur. En utilisant la force du groupe, il rivalise avec les loups et les lions. La chasse est une nouvelle activité qui modifie nos mœurs et notre corps. On y passe beaucoup de temps et on mange plus de viande. Dans un groupe, les tâches sont réparties. On commence à se spécialiser. Certains se chargent de partager la nourriture pendant que l'homme qui a chassé se repose. Chacun son rôle. Le partage crée des obligations. Les différents morceaux de l'animal sont attribués, même réservés à certains. Les adultes sont servis les premiers. Les enfants doivent attendre. Et si possible, demander. Mais enfreindre les règles fait aussi partie de l'éducation. Pour notre corps, le changement est d'importance. La viande pleine de protéines nourrit et accélère le développement de notre cerveau. La famille Erectus est aussi plus soudée. On se protège, on se prévient, on se soumet à l'autorité des parents et on s'attache à ceux qui nous font du bien. C'est le 5e serpent tué depuis que le soleil s'est levé et il va finir comme les autres. Pendant que certains vont chasser ou cueillir des fruits, d'autres doivent servir la communauté. Erectus a maintenant besoin de beaucoup d'outils destinés à des tâches différentes. Le biface à tout faire, les percuteurs pour casser les os et les couteaux pour déguster la moelle. C'est ainsi que le travail arrive dans la vie des hommes, avec ses contraintes. Fini le temps où l'on pensait au présent et à ne subvenir qu'à ses propres besoins. Bienvenue dans les temps modernes. Tailler des pierres ne s'apprend pas en un jour. Si demain les étincelles serviront dans le quotidien de l'homme, aujourd'hui, on s'en passerait bien. Avec la sophistication des outils, la technique se complique et il faut plus de temps pour les fabriquer. Alors, on a besoin de toute la main-d'œuvre disponible.
et d'une main-d'œuvre qualifiée. La formation favorise les échanges entre les hommes et les femmes, entre les vieux et les jeunes. Pour Erectus le jeune, il faut désormais acquérir des connaissances. Erectus l'ancien ne peut plus chasser, mais il reste un excellent tailleur de pierre. Alors, il apprend aux autres. L'enseignement prend une grande place dans la vie du groupe et les premières écoles fleurissent avec les joies du plein air. Entre l'homme et la femme, les mœurs aussi ont beaucoup évolué. La copulation ne se fait plus comme avant, ou plutôt moins rapidement qu'avant. La séduction s'est raffinée. Pour arriver à ses fins, notre homme va devoir surmonter plusieurs difficultés. Contrairement à lui, depuis que la femme s'est mise debout, ses parties génitales ne sont plus visibles. Du coup, l'homme ne sait plus quand la femme est fécondable. La femme ne veut pas. Le moment est mal choisi. Mais comment savoir quand c'est le bon moment? Le bon moment arrivera. Mais il faut pour cela que notre homme renouvelle ses avances. L'attirance, la perte de nos poils a révélé notre peau. Les formes de la femme sont visibles en permanence. Ces formes qui attirent les regards. Mais le consentement de la femme doit être obtenu. Pour la convaincre, notre homme utilise sa voix grave et envoûtante. La nature fait bien les choses. Dorénavant, hommes et femmes seront condamnés à se chercher continuellement et à se trouver pour assurer la continuité de notre espèce. En Asie, au Proche-Orient, en Europe, en Afrique, partout où les hommes se sont installés, ils suivent la même évolution. Ils inventent, transmettent leur savoir et construisent peu à peu une société nouvelle, fondée sur l'accumulation des connaissances. Ils commencent à se différencier selon les climats et les milieux. La couleur de leur peau, leurs cheveux, la forme de leurs yeux ne sont plus les mêmes partout. Mais ce sont des différences superficielles. Le progrès est en route et tous les hommes en bénéficient. L'humanité est sur le point de faire un bond gigantesque. Et cette fois, l'homme est lui-même à l'origine de la révolution qui s'annonce. Il va faire une découverte qui va changer sa vie. La chose est arrivée par hasard. Un matin où l'on allait chasser. Le borgne était parti devant. Le borgne est un fouineur, toujours prêt à mettre son nez là où il ne devrait pas. C'est d'ailleurs ce qui lui a coûté son œil. On ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Il a voulu s'approcher de cet animal. Tout le monde sait qu'il ne faut pas. Mais comme c'était un petit, il a quand même voulu voir de plus près s'il pouvait le tuer. Quand le clan est arrivé, on s'est dit qu'il avait perdu la tête. De mémoire d'homme, cet animal n'avait causé que des ravages. Il était dangereux et insaisissable. Ce qui est arrivé ensuite est à n'y rien comprendre. Après qu'il l'ait blessé, l'animal l'a suivi. Ou plutôt une partie plus petite de l'animal. On a essayé de le prévenir, mais il ne l'a pas vu tout de suite.
Et puis, il l'a tué. Facilement. Trop facilement. Il y avait là un mystère. Sans prévenir, le sage est allé à son tour voir le gros animal qui, lui, n'était toujours pas mort. Ça nous a étonnés car le sage est d'habitude très prudent. Il a été le premier à comprendre. L'animal n'était pas si dangereux. On pouvait le garder au bout d'une lance. Mais si on l'approchait de trop près, il piquait. Il y avait aussi une odeur qui restait sur les mains quand on le touchait. C'est le premier nom qu'on lui a donné. On avait vaincu notre peur et il dansait devant nous. On ne se doutait pas alors de toutes les conséquences de cette découverte, de tout ce qu'on allait pouvoir faire avec du feu. Très vite, on a compris que le feu mangeait tout ce qu'on lui donnait et que plus on le nourrissait, plus il grandissait. Quand on soufflait dessus et quand le vent le touchait, il se mettait en colère. Mais on n'avait plus peur. C'est bien plus tard, par hasard, qu'on a découvert la cuisson. On lui a donné une bête à manger. Et l'odeur qui s'est répandue nous a plu. Ça a été difficile de lui reprendre un morceau, mais pour nous tous, ce fut une énorme récompense. Après, on a continué à lui donner des animaux. Pour le goût et aussi pour le ventre. La viande cuite faisait moins mal quand elle passait dans le ventre. Cette histoire s'est produite partout où il y avait des hommes. Pas toujours de la même manière, mais étrangement, au même moment, sur toute la planète, il y a 500 000 ans. Le feu est arrivé dans notre vie et l'a considérablement amélioré. Il a durci les pointes de nos armes. Il nous a défendus contre les fauves. Il nous a éclairés, réchauffés, rassurés pendant les longues nuits noires. Sa conquête a été difficile et parsemée d'échecs. Il a fallu des milliers de tentatives pour que naisse l'idée que le feu puisse être allumé, conservé, puis éteint par l'homme. Le froid est arrivé. Des glaciations à répétition. Les hommes qui se sont aventurés au nord de l'Afrique se retrouvent face à des glaciers. Quand ils essaient de redescendre vers le sud, le niveau des océans a remonté, ils sont piégés, ils vont devoir affronter les terribles conditions climatiques de l'hiver boréal. En Europe, celui qui va résister s'appelle Néandertal. Néandertal est le descendant d'Erectus. Son voyage l'a conduit dans toute l'Europe. Malgré le froid, malgré la neige, il s'est adapté. En surmontant les difficultés, ce nouvel homme est même devenu une force de la nature. De toutes les espèces humaines, Néandertal est le plus robuste, le plus endurant. Il va dominer l'Europe pendant des centaines de milliers d'années.
Pendant les 8 mois d'hiver, seule la chasse permet de se nourrir et de se vêtir. Néandertal concentre toute son énergie sur la traque des grands animaux. Pisteur, fabricant d'armes et de pièges, tanneur de peau, toute son activité est tendue vers un seul objectif, ses proies. Il devient la créature la plus dangereuse du monde animal. Il connaît les pyrites qui font des étincelles et l'amadou qui s'enflamme en un rien de temps. Il maîtrise parfaitement le feu et plus aucun prédateur ne l'intimide. Il peut même débusquer les plus féroces d'entre eux jusque dans leur tanière. Ils sont 4 ce jour-là. 4 hommes déterminés à passer à l'attaque. Le chef a décidé de laisser son fils dehors. Le jeune doit monter la garde. Pour tuer, ils seront assez de 3. La bête doit dormir au fond de la grotte. Il vaut mieux la découvrir avant qu'elle ne se réveille. Il y a eu des cris, puis plus rien. L'assaut a mal tourné. L'ours s'est jeté sur eux. Le chef est touché. C'est ainsi que le jeune découvrit que son père était parti dans l'autre monde. Mais quelque chose lui disait que l'ours n'était pas le seul responsable. Le fier jalousait le pouvoir de son père. Le troisième chasseur avait trouvé une autre issue, et soudain, nous découvrîmes la grande rivière, celle dans laquelle l'astre de lumière plongeait tous les soirs. Les anciens en parlaient souvent, mais personne dans notre clan ne l'avait jamais vu. Cette caverne sera parfaite pour passer les mois de chaleur. Le fier en a décidé ainsi. Tout le clan est venu s'installer dans la caverne de l'ours. Nous avions assez de viande pour les mois à venir. Il suffisait de la sécher. Il fallait du bois, des outils. Tout le monde s'est mis à l'ouvrage. La femme du chef essayait de le ramener dans notre monde. C'est alors que nous avons compris
que le nouveau chef serait le fier. Il a pris toutes les peaux du mort, une à une, devant les yeux du jeune. Et le jeune n'a rien dit quand le fier les a mises sur lui. La femme et la fille du chef n'ont rien dit non plus. Personne n'a rien dit. Et ça voulait dire que tout le monde acceptait que le fier commande. Les peaux du chef, c'est un grand pouvoir, surtout celles qui couvrent la tête. Elles gardent le courage et la force de celui qui les a portées. Le jeune comprenait maintenant pourquoi son père n'était pas ressorti vivant de la caverne. Le fier l'avait aidé à partir. Le fier aime le pouvoir et il le voulait pour lui tout seul. Nick. Nick. La femme du chef n'avait plus de protecteur. Elle voulait le rejoindre dans l'autre monde. Mais tout le monde sait que c'est impossible. Quand un homme part dans l'autre monde, il faut l'accompagner pour l'aider à trouver son chemin. Pour l'aider dans la grande traversée, pour lui faciliter son chemin, des signes le guideront jusque dans l'autre monde. Ukona lako, one, ese. Ukona lako, one, ese. En rentrant, le fier a dit au jeune qu'il devait lui obéir, sinon il irait lui aussi dans l'autre monde pour rejoindre son père. Ensuite, le fier s'est accouplé avec la femme du chef. Il avait pris sa vie, son pouvoir, ses peaux, et maintenant, sa compagne. Le fils n'a rien fait. Tout le monde savait qu'il ne pouvait rien faire. Le fier était maintenant le plus fort, et on avait tous besoin de lui. Alors le fils est parti. Un jour, le fier sera plus vieux et moins fort que lui, et il l'enverra dans l'autre monde. Où est cet autre monde? Certains disent qu'il est au-delà de la grande rivière. Mais comment le souffle et la chaleur du cœur peuvent-ils voyager aussi loin?